Il y a encore des gens qui se connectent, donc on va attendre encore un petit mini peu. Merci à tout le monde, vous êtes vraiment à l'heure. On sait qu'un soir de semaine, c'est pas toujours facile. Merci Ariane. On est maintenant 31. Donc, pour ceux que c'est la première fois, ça va être un petit peu une répétition de ce qu'on va dire au début. Pour vous donner un peu la forme de comment on va faire le webinaire, mais on trouve important de le dire quand même à chaque fois. Donc, moi, je m'appelle Caroline, je suis agronome, je suis la coordonnatrice de SAPOUS. C'est moi ce soir qui va faire le webinaire, mais je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie de mon collègue Mathieu. Mathieu, est-ce que tu veux te présenter? Bonsoir, donc moi je m'appelle Mathieu, je suis biologiste et je suis le coordonnateur adjoint de SAPOUS et je serai dans le chat pour vous aider et essayer de répondre à vos questions. Puis donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas soit à poser les questions dans le groupe, soit à me les envoyer directement en privé si vous voulez pas que tout le monde voit votre question. Puis on essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, moi dans le chat, soit à la fin, Caro qui prendra un peu de temps pour y répondre. Oui, tout à fait. Puis, donc, présentement, on est déjà en train d'enregistrer les séances parce que, bon, des fois, vous allez vouloir la regarder peut-être à tête reposée ou il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise qu'on vous voit, vous pouvez éteindre votre caméra. Comme ça, vous allez être incognito parmi nous. Et puis, je crois qu'on va pouvoir débuter. Encore des gens qui se connectent, mais on va commencer les 6h03. Donc, si ça vous va, vous êtes tous sur mute présentement. Vous allez pouvoir, quand la présentation va être terminée, ouvrir vos micros pour pouvoir parler, poser des questions. Et puis, je vais commencer le partage de mon écran pour qu'on commence la présentation Sol, fertilisation et les 3 sœurs. Donc, c'est parti. Share screen. Donc, je marque ici. Et je fais lire. Donc, ce soir, on va parler sol, fertilisation et les 3 sœurs. Ça fait suite au premier webinaire qu'on avait fait qui s'appelait Jardinage 1, qui couvrait vraiment les bases, donc les besoins des plantes et comment planifier son jardin. Donc, ce soir, on va continuer. C'est une suite logique. J'ai gardé la grille des mots-clés parce que je la trouve intéressante. Donc, la dernière fois, on avait couvert planifier, tutorer et tout ce qui concernait l'entretien ici dans la section en bas. On avait délibérément sauté semi-intérieur et transplanté parce que ça fait l'objet d'un atelier en soi. Ce soir, on va s'attarder vraiment précisément à amender et fertiliser. Donc, vous allez peut-être trouver que de passer un webinaire sur ces 2 mots-clés-là, sur donc ces 2 tâches de jardinage-là, c'est peut-être overkill, c'est peut-être trop pour rien, mais en fait, il y a beaucoup de notions derrière qui sont super intéressantes, puis que quand on les comprend, on développe une observation plus fine, une meilleure compréhension de ce qu'on fait dans notre jardin. Donc, je révise rapidement les besoins des plantes. On avait la lumière, l'eau, le CO2 qui permet de faire la photosynthèse. Puis j'avais mentionné également l'oxygène. Donc, l'oxygène, chacune des cellules des plantes en a besoin pour fonctionner. Puis l'endroit où c'est vraiment important qu'il y ait suffisamment d'oxygène, c'est dans le sol. Il doit y avoir d'oxygène pour que les racines, les cellules des racines puissent fonctionner et donc que les racines puissent se développer. Sinon, on va asphyxier notre plante. Par exemple, si on l'arrose trop, ou si l'hiver, c'est dans un contenant qui est hermétique, qui est rempli d'eau, ça a pris en glace, ça va asphyxier vos racines. Donc, et l'autre besoin qui n'est pas inscrit ici, mais dont on avait parlé l'autre fois, c'est le besoin en nutriments des plantes. Donc, les nutriments, on les retrouve, on peut les retrouver dans une solution, en suspension dans une solution, donc on appelle ça de l'hydroponie. Mais nous, aujourd'hui, on va s'attarder à les nutriments qui se trouvent dans le sol parce que je pense que la plupart d'entre vous allez soit cultiver en plein sol ou cultiver en contenant. C'est ce qui est le plus commun en agriculture urbaine. Donc, le sol, c'est composé de 4 parties différentes en différentes proportions. Donc, on voit ici l'importance qu'on disait à la diapositive juste avant de l'oxygène. C'est important, ça prend de l'air dans le sol. On vise un 15 à 35 %.
Ensuite, il va y avoir de la matière organique, 12 On a de l'eau, 15 à 35 donc c'est quand même beaucoup. Puis, on a la matière minérale qui forme 38 du sol. La matière minérale, elle est issue de la roche-mère, donc la formation du sol avec les différentes couches géologiques. Là, on ne fera pas aujourd'hui, on ne parlera pas de pédologie, de profil de sol, des différentes classifications de sol. C'est un monde à part entière. C'est très intéressant. Je vais vous donner des références s'il y en a qui veulent aller lire là-dessus. Mais on va quand même regarder qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les matières minérales qui composent le sol. Donc, ouais, vous excuserez en anglais, mais c'est parce que j'aimais beaucoup qu'on voit bien les différentes grosseurs de particules. Donc, en fait, les sols sont tous composés de 3 particules minérales. Donc, on parle de, si vous voulez, c'est des petits morceaux de roche. C'est de la roche broyée de plus en plus fin. Donc, on a du sable, qui sont les plus grosses particules, de 0,05 à 2 mm. On a le limon, sand, c'est le sable. Silt, en français, c'est du limon. Donc, on a 0,002 mm à 0,05 mm. C'est quand même assez petit. Et puis, ce qui est intéressant avec le limon, quand on va lui toucher, il va être un petit peu savonneux. Ça va être comme glissant. Hein, le sable, je n'ai pas besoin de vous décrire la texture. Hein, vous le savez, on va à la plage tout le monde, ça gratte. Donc, le limon, c'est plutôt glissant, savonneux. Et puis, l'argile, c'est les particules les plus fines. On est à 0,02 mm et moins. Donc, c'est très, très, très fin. C'est vraiment une petite poudre. Et ça aussi, vous devez sûrement la connaître pour ceux qui se sont déjà baignés dans un lac. On se lance, on appelle ça de la glaise. On se lance de la glaise. On se fait des masques avec ça, purifiants pour le visage. Et puis, c'est ça qui fait quand on marche dans un champ argileux qu'on vient les souliers gros comme des bottes d'astronaute. Ça colle énormément de l'argile. Donc, la portion minérale d'un sol, c'est toujours composé de sable, de limon et d'argile en différentes proportions. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes intéressé de savoir si vous êtes en plein sol, si vous êtes intéressé de savoir quelle est ce qu'on appelle la texture de votre sol. Donc, la texture, ça décrit dans la portion minérale la différente proportion entre ces 3 types de particules-là. Vous allez pouvoir faire le test du bocal. Donc, si je tape ici, tous ces liens-là, on va pouvoir vous les mettre par la suite disponibles. Donc, il y a plein de vidéos qui peuvent aller vous expliquer comment on fait le test du bocal. Puis, en gros, si vous allez prendre un pot comme un pot maçon, vous allez mettre à peu près le tiers, voire la moitié du pot rempli de votre terre, de votre jardin. Vous allez remplir d'eau, vous allez brasser et vous le déposez. Ça va être assez long. Il faut quand même attendre au moins une semaine, voire des fois même 2, dépendamment de la portion d'argile. Ce qui va arriver, c'est que les particules vont se déposer. Leur vitesse va être différente selon la grosseur des particules. Donc, vous voyez ici en bas, le sable, c'est les plus grosses particules, c'est le plus lourd. Donc, il va aller au fond. Le limon, c'est les particules intermédiaires, va aller au milieu. Et l'argile, qui est très fin, va aller sur le dessus. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. L'argile, ça peut rester en suspension assez longtemps. L'eau va rester trouble. Il faut vraiment attendre que l'eau soit claire, claire, claire. Et là, ensuite, vous pouvez prendre une règle. Là, on fait un petit peu de mathématiques. On va se faciliter la vie. On va s'imaginer qu'ici, on a un 10 cm d'épaisseur de sol et qu'on a un 70 de sable, 10 de limon et 20 d'argile. Donc, ça fait bien 100, ça. 70 plus 10 plus 20, ça fait 100 %. Donc, si on vient ensuite ici, un triangle des textures, vous allez pouvoir aller voir que vous avez 70 % de sable. Donc, vous voyez ici, dans les sables, je me mets à 70. Ensuite, vous avez un 10 % de limon qui est ici et un 20 % d'argile qui est ici. Donc, vous allez vous retrouver, faites comme si vous traciez une ligne ici, c'est le 10 %, le 20 % et le 70. Donc, vous vous retrouvez dans un limono-argilo-sableux. OK, ça, c'est un très long mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça nous intéresse de savoir ça, que j'ai mon sol, c'est un limono-argilo-sableux? Une des choses qui est intéressante, si vous regardez le triangle des textures, c'est que la portion qui est hachurie ici, on vous dit que c'est les textures qui sont argileuses. Donc, ça, on va considérer votre sol, si vous tombez ici dans les proportions, vous êtes un sol argileux.
Si vous avez les petits points comme ça, c'est la texture sableuse, c'est la petite pointe ici en bas. Ça, c'est les sols qui seraient considérés sableux. Ensuite, texture limoneuse. C'est ceux qui sont aussi avec des petits points, mais plus espacés. Donc, on est dans l'autre pointe ici. Et puis, une texture équilibrée, c'est tout ce qui est en blanc. Ça veut dire que c'est des proportions qui sont variées de ces trois types de particules-là. Mais ça vous donne une texture, si vous voulez, qui est équilibrée, qui a juste assez de chacun de ces types de particules, de ces grosseurs de particules, pour donner un sol qui est fertile, qui se travaille bien, tout ça. Donc, pourquoi on voudrait avoir un sable ou du limon ou de l'argile? Qu'est-ce que ça a comme influence sur comment va se comporter mon sol? Un sol qui est très sableux, donc qui a des particules qui sont très grosses, va drainer très, très bien, mais ne sera pas un sol qui est très fertile. Donc ça, c'est son principal défaut, c'est qu'il est plutôt pauvre. Par contre, vous n'aurez pas de problème, s'il mouille très fort, vous n'aurez pas de problème d'accumulation d'eau. À l'autre extrême, un sol qui est très argileux va être beaucoup plus fertile, mais justement, va garder plus l'eau. Donc, ça peut être c'est un avantage en cas de sécheresse d'avoir un sol qui garde plus d'eau, mais on peut aussi garder trop d'eau. Un sol argileux peut vraiment vous faire des petites cuvettes pratiquement imperméables et l'eau ne pénètre pas dans le sol. Donc ça, ben, effectivement, pour la culture des plantes potagères, c'est problématique. Donc ça ici, la texture, c'est les proportions de sable, de limon et d'argile de votre sol. Et c'est déterminé par la décomposition, la dégradation de la roche-mère dans le temps, depuis le centre de la Terre vers le haut, OK, si on veut. Ça, vous ne pouvez pas vraiment l'influencer. Donc, le terrain que vous avez chez vous, le sol qu'il y a dans votre cour, à moins de faire venir un 10 roues de sable, vous n'allez pas pouvoir influencer ça. Ça vous prendrait des quantités très, 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 très grandes, par exemple, de sable pour que votre sol trop argileux devienne un sol équilibré. Ça vous coûterait très cher et puis le résultat serait que superficiel. Fait qu'est-ce qu'on fait pour quand on n'est pas dans un sol équilibré, là, dans la zone blanche, quand on est plus dans nos extrêmes, argileux, limoneux, sableux, notre sol a des inconvénients. Comment on va faire pour le travailler et le corriger? On va s'attaquer, on va s'intéresser, c'est-à-dire à la structure du sol. Donc ça, c'est la chose sur laquelle vous pouvez avoir de l'influence. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va passer beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, si vous voyez dans l'image ici, on a le limon, le sable, on a l'argile. Donc, on voit nos trois sortes de particules minérales sont représentées dans l'image. Mais on voit aussi qu'on a des macropores ici et des micropores ici. Ces micropores-là sont à l'intérieur de ce qu'on appelle des agrégats. Et entre les agrégats de particules minérales, il y a des macropores. Donc, c'est les macropores et les micropores qui sont super importants pour avoir un sol qui est fertile et qui draine bien et qui fournit aussi l'oxygène pour que vos plantes puissent bien pousser. Donc, ça, un sol qui a des agrégats, on appelle ça un sol qui a une bonne structure. Et puis, ce qui va lier ensemble l'argile, le limon, le sable, donc ce qui va lier ensemble les particules minérales, pour en faire des agrégats, c'est de la matière organique, c'est de l'humus. Donc, ça, la façon la plus simple d'ajouter de la matière organique à votre sol, vous le faites probablement tous déjà comme jardinier, jardinière, c'est d'amender le sol, en particulier avec du compost. Donc ici, j'ai remis à titre indicatif ce qu'on suggère pour amender le sol en compost en début de saison. Si vous êtes en plein sol, on parle d'une poche de compost d'à peu près 30 litres pour 1 à 2 mètres carrés. Si vous êtes dans un contenant en hors-sol, vous allez mettre 1/3 du contenant en compost. Et puis, un sol en santé, on va viser un taux de matière organique de 5 %. Là,
vous verrez pas, ça se voit pas à l'œil. Je regarde mon sol, là, puis je pense qu'il y a 5 de matière organique. Vous pouvez le faire tester. Donc, vous pouvez prendre un échantillon et envoyer ça au laboratoire si ça vous tente. Ça coûte pas super cher. C'est le fun de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre sol. Donc, mais même sans ça, vous n'avez pas besoin de savoir le chiffre exact pour savoir la bonne pratique qui est de rajouter de la matière organique. Puis, ce que ça va faire, plus vous avez de matière organique dans votre sol, plus votre sol va faire des agrégats. Ça va venir corriger, dans le cas du sable, ça va venir aider à retenir un petit peu plus d'eau, la matière organique, ça va amener plus de fertilité, alors que le sable, habituellement, est plutôt pauvre. Dans le cas de l'argile, c'est l'inverse. Des fois, l'argile, elle n'est pas structurée. Les particules sont comme toutes les unes à côté des autres, très collées. C'est pour ça que l'eau ne rentre pas. Donc, c'est un sol qui est très fertile, mais qui a souvent des problèmes de drainage, il n'y a pas assez d'aération dans le sol. Donc, en rajoutant de la matière organique, on va améliorer la structure et puis, ce faisant, on va se retrouver à créer plus d'espace, plus de macropores pour qu'il y ait de l'oxygène, mais aussi de l'espace pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol, s'écouler. Donc, c'est magique. En fait, c'est scientifique, mais c'est quasiment de la magie. En rajoutant de la matière organique, on vient corriger les inconvénients de n'importe quelle texture de sol. Ici, je vous ai mis un lien. Soit dit en passant, l'espace pour la vie, les carnets horticoles et botaniques du jardin botanique sont merveilleux, sont très, très bien faits. Ici, là, vous allez pouvoir lire en profondeur texture, structure du sol, pH, potentiel d'hydrogène, pH. Donc, c'est vraiment là, une super belle source si vous avez envie de faire de la lecture cet été. Donc, dans la matière organique et attachée aux particules minérales qu'il y a dans le sol, on va trouver les nutriments, les fameux nutriments dont les plantes ont besoin. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à donner aux plantes à travers l'amendement du sol et la fertilisation du sol. Ici, j'ai mis les 3 éléments qui sont les principaux. On a N, P et K pour azote, phosphore et potassium. C'est les éléments, on les appelle les éléments majeurs parce que c'est ceux qui sont nécessaires en plus grande quantité, mais il y en a 16 éléments différents dont les plantes ont besoin. Encore une fois, je vais vous montrer un petit peu juste ici, sur le site du Jardin botanique. Éléments primaires ou majeurs, éléments et rôles dans la plante à la fois pour l'azote, phosphore, potassium. On a également les éléments secondaires comme le calcium, le magnésium, le soufre. Et on a plusieurs éléments mineurs ou oligo-éléments, donc ils sont vraiment essentiels, mais on en a besoin seulement en petite quantité. Si on en met trop, on peut avoir des toxicités. Donc la plante, ça va être comme si on l'intoxiquait, elle en aurait trop. Ça, en général, on n'a pas trop besoin de s'en occuper dans nos jardins. Le sol fournit généralement ce dont les plantes ont besoin. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour azote, phosphore, potassium. Pour faire notre effort à ce moment-là, il faut s'assurer d'en donner à chaque année. Donc, l'azote, son rôle dans la plante, c'est un composant des protéines et de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment qui permet à la plante de faire de la photosynthèse, de produire sa propre nourriture, de se développer, tout ça. Donc, et produire les fruits qu'on va manger un jour. Donc, l'azote, spécifiquement, va favoriser la croissance dite végétative, donc la croissance des tiges et des feuilles. Et c'est une source d'énergie pour les micro-organismes du sol. Dans le sol, on avait une partie qui était matière organique. Donc là-dedans, on a l'humus, mais on a aussi des bactéries, des champignons, plusieurs animaux tout petits qui vivent dans le sol. C'est tous ces organismes-là qui vont rendre les nutriments disponibles aux plantes, qui vont décomposer la matière organique, puis qui vont relâcher des petits bouts de nutriments dans l'eau qui est dans le sol et les plantes vont pouvoir l'absorber. Donc, ça en prend de l'azote à la fois pour la plante, mais aussi pour avoir des bactéries dans le sol qui sont capables de faire leur travail, de rendre les nutriments disponibles pour les plantes. Ensuite, le phosphore. Vous connaissez sûrement la poudre d'os. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je jardinais avec ma mère, on mettait de la poudre d'os. Quand on transplantait,
à chaque fois. Donc, parce que dans la poudre d'os, il y a du phosphore. Donc, ça favorise la croissance des racines et ça joue aussi un rôle majeur dans la floraison et la production et le mûrissement des fruits. Donc, si on veut des tomates, ça prend donc des fleurs et des fruits. Donc, on a vraiment besoin de phosphore. Par contre, c'est une ressource qui est non renouvelable, malheureusement. Donc, ça, c'est des gisements miniers qui sont exploités depuis très longtemps et on s'approche tranquillement de la fin des réserves de phosphore. Donc, c'est à consommer avec parcimonie. Attendez, j'ai... Et puis, le dernier, c'est le potassium. Donc, il sert au transport des sucres dans la plante. Ça, c'est quand la plante fait sa photosynthèse, elle produit des sucres qui sont sa nourriture à elle. Et puis, ça prend du potassium en quantité suffisante dans la plante pour que ça soit facile pour la plante de déplacer les sucres de la feuille à la tige, à la fleur, à la racine, un petit peu partout pour aller nourrir toutes les cellules de la plante de son propre corps et puis qu'elle puisse se développer. C'est aussi ça qui va assurer la rigidité des tiges. Donc, si on va avoir des plants qui se tiennent bien, qui vont résister au vent, par exemple, on va vouloir une plante qui a suffisamment de potassium. Parce que le potassium va venir se retrouver dans la paroi des cellules, puis va rendre la paroi plus épaisse, plus rigide, puis c'est ça qui fait que la plante ne va pas casser sous le vent. C'est un peu comme si le potassium, ça donnait des abdos à votre plante. Votre plante devient avec des cellules plus musclées, plus rigides, plus capables de se balancer d'un côté à de l'autre sans casser. C'est aussi le potassium qui va augmenter la résistance à différents stress que les plantes peuvent vivre, comme les maladies, le froid, les insectes. Il va aider à la fructification et à la maturation des fruits. Et puis aussi à l'endurcissement pour les vaches et les plantes ligneuses. Donc, les arbres et les arbustes, à partir du mois d'août, par exemple, on va arrêter de donner de l'azote, parce qu'on ne veut pas faire des nouvelles petites pousses tendres et vertes. On veut plutôt que la plante se prépare pour l'hiver, qu'elle fasse son aoutement. Et le potassium, parce qu'il rend les cellules plus résistantes, plus rigides, va permettre ça, meilleure préparation pour l'hiver. Donc ça, c'est les 3 nutriments principaux qu'on va vouloir donner à nos plantes en fertilisant bien notre sol. Et un dernier élément à considérer, pas sauter, d'accord. Le pH. Bon, ça fait toujours un petit peu peur quand on parle de potentiel hydrogène, de pH, d'acidité. On dirait qu'on tombe dans la chimie, puis on a l'impression que ça pourrait devenir bien compliqué. Puis, dans le fond, cette image-là, je la trouve super intéressante parce que c'est super facile de voir j'ai juste le mot range, là. Quel intervalle en français, quel intervalle de pH on veut viser. Donc, on veut vraiment un pH entre 6 et 7 pour la plupart des plantes potagères. Donc, c'est un petit peu moins. La pomme de terre, c'est un peu plus bas. Les bleuets, c'est encore plus bas. Donc, on va être plus autour de 5. Mais la majorité, dites-vous que c'est une bonne rule of thumb, une bonne règle de pouce. Entre 6 et 7, c'est un bon pH. Puis, sans tomber dans les détails chimiques de comment les nutriments se comportent dans le sol selon les pH, faites juste retenir qu'entre 6 et 7, on voit les bandes ici, elles sont pas mal au plus large pour tous les différents nutriments. Donc, c'est à ce pH-là que les nutriments sont plus facilement accessibles pour les plantes, qu'elles vont être capables de l'absorber pour se nourrir, se développer. Donc, ça veut dire que si jamais vous faites faire une analyse de sol, parce que vous voulez savoir la quantité de matière organique, ils vont aussi vous donner le pH par le fait même. Sinon, vous pouvez toujours, souvent les centres jardins font des analyses de sol gratuitement. Ils vont vous tester le pH. Fait que ça, c'est super pratique parce que ça donne une bonne indication. Des fois, c'est un problème auquel on ne pense pas. T'sais, on se dit, ben, j'ai amendé mon sol, j'ai bien arrosé, j'ai rempli tous les besoins des plantes. Pourquoi ma plante, elle a des feuilles un peu déformées? Pourquoi elle a des feuilles de drôles de couleurs? Puis pourtant, vous avez sûrement fertilisé. Des fois, c'est vous avez fertilisé, les éléments nutritifs sont là,
mais le pH est probablement trop bas ou trop élevé, mais il est plus souvent trop bas ici au Québec, ce qui fait que l'azote est dans une forme, par exemple, que la plante ne peut pas l'absorber, tel qu'il est présentement. Donc, en venant tester votre pH, des fois, si vous allez ah, c'est ça, mon pH est à 5, c'est beaucoup trop bas. Et là, à ce moment-là, il y a des calculs à faire, mais ça, vous pouvez demander à quelqu'un en centre jardin de vous expliquer quel produit, puis là, vous pouvez suivre les indications. Pour monter le pH, on ne va pas s'étendre là-dessus longtemps aujourd'hui. Juste vous indiquer que pour monter le pH d'un sol, pour le rendre plus proche de 7, la neutralité, vous pouvez utiliser de la chaux. Vous pouvez utiliser aussi de la cendre de bois. Par contre, petit bémol, la cendre de bois, assurez-vous que c'est de la cendre de feuillus, ou peut-être de conifères, mais laissez faire les palettes, les bûches commerciales compressées avec peut-être des cols. On veut vraiment éviter tout ce qui pourrait être avoir une certaine toxicité. Donc, on y va avec un poêle à bois, de la cendre de feuillus, que vous chauffez votre maison l'hiver, c'est parfait. Donc, ça, vous pouvez diluer dans l'eau et appliquer pour monter le pH. Maintenant, on va assumer que on est prêt, on comprend les nutriments qu'il faut donner à nos plantes, et puis notre pH, il est ajusté entre 6 et 7, et on est prêt à s'enligner, à s'en aller vers l'amendement du sol et la fertilisation des plantes. Donc, ici, ça va avoir l'air compliqué, ce que je vous montre, le tableau à droite où c'est écrit pomme de terre en haut, c'est effectivement complexe. Je veux juste vous donner un petit aperçu. Dans le fond, normalement, sur une terre agricole, un agriculteur qui veut fertiliser ses cultures, il ne fait pas une poche de 30 litres par mètre carré. Ça, c'est pas très précis et c'est ça. Il ne pourra pas faire ça. De toute façon, les règles environnementales ne lui permettent pas. La façon de procéder, agronomiquement parlant, si on va être très by the book, on va venir faire une analyse de sol pour savoir qu'est-ce qu'on a comme pour chacun des éléments nutritifs dans notre sol. C'est à partir de ça qu'on va décider combien d'engrais on applique, combien de chacun des nutriments on va appliquer. Donc, si on part en haut, on voit la pomme de terre, cette culture-là, son pH optimum est entre 5,2 et 6,2. On va lui mettre telle quantité ici d'azote à la plantation et 30 jours après la plantation. Puis vous voyez qu'on a une différence, le taux va changer selon si on est en sol sableux ou en sol loameux. Donc là, on revient à la texture. On a 2 moments d'application différents. Ça nous donne des recommandations différentes. Ici, dans la colonne à gauche, ça, c'est la quantité de phosphore qu'il va y avoir dans votre sol si on fait une analyse de sol. Donc, plus l'analyse est élevée, plus on voit la recommandation, elle passe de 200 à 30-45. Donc, si l'analyse est élevée en phosphore, qu'il y en a beaucoup dans votre sol, on n'en mettra pas beaucoup au moment de fertiliser. Et même chose pour le potassium. Un sol qui est pauvre en potassium, on va en mettre plus. Un sol qui est excessivement riche en potassium, comme ici, on va en mettre beaucoup moins. Ça, c'est juste pour vous dire. Je vais cliquer dessus pour vous montrer où ça mène. Quand je vous disais, là, ceux qui veulent lire sur les types de sols, les podzoliques, les brunisoliques, savoir la formation des sols, qui veulent s'intéresser à la pédologie, puis vous pouvez aller voir ici sur le site du CRAC, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Il y a énormément d'ouvrages qui sont très, très, très bien documentés, très scientifiques. Les gens qui font ça, c'est des gens au ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs utilisent ça, les agronomes. Donc, si vous voulez vraiment pousser au niveau scientifique, ça, c'est des super belles références. Et puis, je voulais juste faire un petit aperçu de à quel point on peut aller être hyper précis avec la fertilisation. Aujourd'hui, ça, c'est rentrer dans des ordinateurs et puis il y a certaines fermes qui ont des robots, des machines, après leur tracteur, ils sont capables d'ajuster la dose en fonction du sol. Le sol va changer à travers le champ, puis la dose va être ajustée en temps réel en fonction de ce qui a été analysé dans le champ. Donc là, on est rendu, on entre dans la robotique. Fait que l'agriculture, ça peut être très technologique, c'est très technique, mais nous, on n'a pas de contraintes réglementaires, on n'est pas des agriculteurs et on est en ville.
On n'est pas une entreprise agricole, donc on n'utilise pas les mêmes outils. Mais ils sont là si vous voulez aller les lire. Nous, on va plus utiliser un tableau comme celui-là ici qui nous montre des lignes directrices générales pour différentes cultures. Donc, on voit ici qu'il y a déjà une première séparation entre compost mûr et compost jeune. Donc, il y a certaines cultures qui ont des préférences à ce niveau-là. Et ensuite, si on voit le plus, l'astérisque et le moins, on parle de plantes exigeantes pour le plus. L'astérisque, c'est plantes moyennement exigeantes et le moins, c'est plantes peu exigeantes. Donc là, on n'est pas dans des chiffres, dans des très, très précis. On est dans plus dans le mais en plus, mais en moins, puis mais entre les deux. Et c'est correct, c'est bien parfait pour le jardinage. Donc, si on regarde la reine du jardin, la tomate, elle aime le compost jeune et elle est exigeante au niveau de la fertilisation. Donc, elle en a besoin de beaucoup. Le maïs, c'est la même chose. Aubergines, concombres, courges. Donc, nos stars du jardin sont assez exigeants. Au niveau, dans le compost mûr, c'est là qu'on va retrouver aussi certaines cultures qui ont besoin de moins, comme les haricots et les pois ont la capacité de fixer de l'azote. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur en mette tant que ça. Rutabaga et navet, ça n'a pas besoin d'être énormément fertilisé. La carotte non plus. Mais tout le reste, on voit que la plupart des légumes, des plantes potagères, la majorité ont des plus. Donc, ce sont des plantes exigeantes. Puis, c'est pas pour rien non plus. Tu sais, les plantes pas exigeantes pour lesquelles on n'a pas besoin de rien faire pour qu'elles poussent, hein, tout le monde le sait, c'est les mauvaises herbes. C'est pourquoi je vous encourage fortement à découvrir des mauvaises herbes comestibles parce qu'on n'a pas besoin de les fertiliser, de les arroser, de rien faire et elles produisent pour nous. Mais les plantes potagères qu'on a sélectionnées pour notre consommation, elles sont exigeantes en fertilisation. Donc, avant de regarder quelle quantité d'engrais, de compost et de fertilisants on va mettre, je voudrais juste faire une distinction entre les engrais chimiques et les engrais organiques, donc qui contiennent du carbone, qui contiennent de la matière organique, tout ce qui est fumier, compost, tout ça. Donc, on a, aussi, je vous ai repris là, azote, phosphore, potassium pour vous le rappeler, NPK, c'est par convention comme ça qu'on va numéroter les engrais. Donc, souvent, on leur donne ce nom-là. Les engrais chimiques vont avoir un NPK qui est élevé et les engrais organiques vont avoir un NPK qui est plus bas. Donc, si on regarde ici, le NPK aura des valeurs élevées comparativement aux engrais naturels. Ça, c'est pour les engrais chimiques. Donc, on va parler de 20-20-20, 15-30-15, 10-52-10. Ça, c'est des pourcentages. Donc, ça veut dire que dans un engrais 20-20-20, par exemple, qui est un engrais chimique, c'est un engrais général. On va avoir 20 d'azote, 20 de phosphore, 20 de potassium. Souvent, c'est ça qu'on prend pour les plantes d'intérieur. Si on veut faire de la floraison, on a beaucoup d'annuels, admettons, on va souvent, en centre jardin, ils vont vous recommander du 15-30-15, voire même du 10-52-10 pour favoriser la floraison. Quand c'est des chiffres élevés comme ça, vous tromperez pas, c'est sûr que c'est un engrais chimique, donc c'est une poudre qui va être soluble dans l'eau. Si on va vers les engrais organiques, comme mettons du fumier de poule, on est plus autour de 5-3-2, 2-2-0, donc on n'est pas dans la même catégorie. C'est sûr que nous, ça pousse au dépôt, puis en général, en agriculture urbaine, c'est pas mal de l'agroécologie qu'on fait, donc on ne prend pas d'engrais chimiques avec des pourcentages élevés de différents nutriments comme ça. On y va vraiment avec des engrais naturels. Une des raisons, c'est que les engrais chimiques, c'est des sous-produits ou des produits de l'industrie minière, de l'industrie pétrolière. Ils ont souvent des traces de métaux lourds, puis les métaux lourds, eux, s'accumulent dans le sol. Donc, avec le temps, il y en a de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter. Pas bon pour notre santé ni pour les plantes. Et puis, la production d'engrais chimiques, elle est énergivore. Hein? Elle vient de ces grosses industries-là qui sont très énergivores, très polluantes. Donc, c'est sûr que c'est pratique, ça coûte pas cher, ça nourrit beaucoup la plante parce que le pourcentage de chacun des nutriments est plus élevé. Par contre, on contribue à ces industries-là par le fait même, par extension. Donc,
Nous, on les privilégie pas, mais on voulait que vous sachez que ça existe, puis vous compreniez quand vous voyez 20-20-20, 15-30-15, 5-3-2 sur des sacs, des bouteilles d'engrais, que vous compreniez ce que c'est. Mais une petite note aussi, parce que tout n'est pas parfait et tout est fait de zones grises. Les engrais naturels, puis les amendements que vous retrouvez dans le commerce, là, l'émulsion de poisson, le fumier de poule, le fumier de mouton, le compost de crevettes, ce sont aussi des sous-produits de l'agriculture ou de l'industrie de la pêche, par exemple. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, si vous voulez, on rentre dans la discussion, bon, l'éthique animale, c'est sûr que si vous achetez du fumier de mouton, ça vient forcément d'un élevage où il y a des moutons qui sont parfois bien traités, parfois peut-être un peu moins bien traités, mais assurément, à un moment donné, il y en a qui vont à l'abattoir qui meurent. Donc, si vous ne voulez pas participer à ça, bien, vous allez éviter fumier de poule, fumier de mouton, compost de crevettes. En fait, ça vous laisse pas mal moins d'options, mais il y en a. Donc, on va en voir quelques-unes un peu plus loin qui sont à votre disposition si vous voulez faire de la fertilisation vegan. Donc, on va l'appeler comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous assurer d'une qualité au niveau de l'engrais, qu'il n'y a pas de contaminants, qu'il n'y a pas de choses qui sont nocives pour la santé. Si on laisse de côté, disons, l'aspect éthique animal, vous pouvez regarder ce qui est certifié par Québec Vrai ou Écossaire ou différentes organisations qui font les certifications bio. Eux, ils ont des listes d'engrais qui sont autorisés, avec lesquels les producteurs peuvent travailler. Donc, ça peut être un bon guidelines. Donc, on arrive à la fertilisation. Là, ici, ce que je vous mets, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas un plan qui est ajusté en fonction de votre sol, puis comment combler les besoins de votre sol en particulier. C'est comme une recette un peu générale, mais moi, ça fait plusieurs années que, autant en hors sol qu'en plein sol, en agriculture urbaine, j'utilise un peu ce cycle-là, si vous voulez, ce plan de fertilisation-là, et ça fonctionne bien. Et c'est quand même raisonné, on n'est pas dans les excès, hein, parce qu'on ne veut pas non plus, on peut pas faire comme ce qu'on, des fois, on va dénoncer un peu des pratiques en campagne où ils surfertilisent, il y en a qui vont dans les cours d'eau, bon, ça occasionne de la pollution, mais nous aussi, si on en met trop, on peut occasionner une perte de nutriments vers la nappe phréatique. Vers des cours d'eau, ça serait surprenant en ville, mais en campagne, si vous avez un jardin sur bord de cours d'eau et que vous fertilisez trop, ça peut être ça aussi. Donc, on essaie d'être raisonné. Donc, la première étape, là, je m'excuse, il n'est pas dans l'ordre des aiguilles d'une montre, il est dans le sens inverse. Là. La première étape, comme on a vu que la matière organique qui est contenue dans le compost va venir améliorer la structure, puis augmenter la quantité de matière organique, c'est ça qui va assurer votre fertilité à long terme dans votre sol. Donc, il faut en mettre à chaque année. D'autant plus que vous venez rajouter des bactéries, ça aide à réveiller le sol un peu froid au printemps. Donc, on applique le compost au printemps quand le sol est dégelé. Encore le taux de 30 litres pour 1 à 2 mètres carrés. Si vous êtes en contenant hors sol, on va mettre 2 tiers de terreau et 1 tiers de compost. Donc, si vous avez un sol sableux, qui est donc plus pauvre, vous allez peut-être mettre 30 litres pour chaque mètre carré. Mais si vous avez un sol qui est argileux, hein, si vous avez fait votre test du bocal, vous avez mis ça dans votre triangle des textures, puis vous faites « Hey, j'ai un sol qui a beaucoup d'argile, j'en déduis donc qu'il est plus riche. Donc, je peux peut-être mettre 30 litres par 2 mètres carrés, donc en mettre la moitié moins, parce que je le sais avec quel sol je travaille. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant de savoir la texture de notre sol. Ensuite, si vous êtes en contenant, en fait, vous allez avoir 2 tiers de terreau, puis 1 tiers de compost. Dans le terreau, c'est de la mousse de sphagne. Donc, vous êtes dans un sol qui est organique. Vous êtes dans un sol qui est fait de débris de plantes, qu'il n'y a pas de triangle de texture à faire. Vous pouvez quand même analyser le pH. Mais normalement, les terreaux, quand vous les achetez, le pH a été équilibré, il est au bon pH. Donc, pour vous, il y a moins de choses à tester, c'est plus simple. On met, à chaque année, on renouvelle 1 tiers de votre contenant, on remet du compost, puis on l'incorpore en superficie. Donc, on est au mois de mai, on met notre compost, il arrête de geler, on est prêt à transplanter.
Donc, on va commencer à mettre des engrais organiques solides. Donc, eux, ils vont se libérer. Si vous voulez, le compost, c'est du long terme. Les engrais organiques solides, on est dans le moyen terme. Donc, ce n'est pas disponible tout de suite, mais ça en prend. Donc, on va essayer de choisir un engrais qui est complet. Donc, il y a les 3 chiffres sur la bouteille ou le sac, donc les 3 chiffres qui représentent NPK. Ici, vous avez sur la page du Jardin botanique différents engrais naturels organiques. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans le chimique, on est vraiment dans les engrais organiques. Et les chiffres sont aussi reliés à son 12, 2, 0, 13, 0, 0, 8, 4, 0. Donc, farine de sang, farine de plume, farine de viande et d'os. Là, ça, c'est des sous-produits d'abattoir, de l'élevage. Os moulu, de la poudre d'os, 2,22,0. Vous remarquez que tous ces engrais-là, ici, n'ont rien. Le dernier chiffre, là, on a de l'azote, du phosphore, mais on a 0 potassium. Donc, ça, ce n'est pas un engrais qui est considéré complet. Parce que pour avoir un engrais complet, ça nous prendrait les 3, N, P et K. Donc, c'est pour ça qu'ici, il vous donne une recette. Parce que des fois, c'est comme, ouais, ben, je veux me faire un engrais complet moi-même, mais je ne sais pas trop comment faire, la première fois surtout. Donc, vous pouvez avoir de l'os moulu, du phosphate minéral, puis de la farine de crevette ou de crabe. Il vous donne les doses à mélanger ensemble. Sinon, vous pouvez, moi, ce que je vous suggère, le plus simple, surtout si on commence, on va y aller avec des engrais complets. De la farine d'algues, ça, c'est l'avantage d'être végétal. Et puis, c'est 2, 4, 10. Donc, il y a N, P et K. Et on a aussi, ben là, on tombe dans le liquide, mais on a l'émulsion de poisson. Il y a différentes versions, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1. Puis aussi de l'algue liquide. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de différents engrais organiques qui existent. Mais moi, ce que je vous donne comme recommandation, c'est j'utilise Lactisol, qui est du fumier de poule granulé. Puis, on suit la dose, dans le fond, qui est écrit sur le sac, 100 grammes par mètre carré à chaque mois, juin, juillet, août. Donc, à partir, au mois de mai, on met le compost, on transplante, puis à la transplantation, on commence à fertiliser avec du fumier de poule. Donc, on donne notre première dose début juin, et ainsi de suite. Vous pourriez aussi dire, au lieu de donner 100 grammes par mois, je vais fractionner ma dose. Je vais donner 50 grammes 2 fois par mois. Je vais fertiliser plus souvent, des plus petites doses. C'est aussi une possibilité. Donc, ça vient donner un petit boom à tous les 2 semaines. Mais sinon, les deux sont possibles. Si on vient voir ici l'étape numéro 3, engrais organique liquide. Donc, quand c'est liquide, c'est plus rapidement disponible. Les nutriments sont plus rapidement disponibles qu'avec les engrais solides. Et on peut soit les appliquer en fertigation. Ça, c'est quand on va mettre l'engrais liquide dans de l'eau, puis on va arroser le sol avec ça, avec la solution. On peut aussi faire une fertilisation foliaire. Donc, à ce moment-là, on va asperger le feuillage avec l'engrais dilué dans l'eau. Et ça, c'est encore plus rapide. La plante va être capable de l'absorber par les parties de son corps, ses feuilles et tout. Et puis là, c'est comme, elle n'a même pas besoin de transporter vraiment les éléments des racines vers le feuillage. On l'a déjà mis sur le feuillage. Donc, ça, c'est super efficace. Si vous avez une carence que vous voulez régler rapidement, vous allez venir faire une fertilisation foliaire pour que ce soit rapidement disponible pour la plante. Puis, mais vous allez vous assurer de quand même continuer ou vous mettre à faire un bon programme de fertilisation avec dans l'ordre d'importance compost et engrais solide. Parce que si vous faites juste mettre des émissions de poissons, ça ne sera pas suffisant pour la plante. On est vraiment dans un appoint ou quelque chose pour régler un problème de carence très rapidement. Puis la fertilisation foliaire, dernière chose, si c'est très, très, très chaud dehors, il faut vraiment attendre qu'il fasse frais. Donc, en soirée ou tôt le matin, parce que ça peut venir brûler la plante. Donc, ça, je l'ai vu souvent. Là, des fois, on n'a pas trop le choix dans les jardins collectifs. On est en plein après-midi, puis ben, on ne reviendra pas le soir. Mais vous, à la maison, si vous pouvez, attendez qu'il fasse plus frais pour faire du foliaire. Donc, l'émulsion de poisson, le liquide d'algues, vous suivez les doses des fabricants, mais ça tourne toujours autour de 10 ml par litre d'eau.
Puis, on va y aller aux 2 semaines pour les plantes exigeantes avec l'émulsion de poisson. L'émulsion de poisson, c'est un complet. Hein? Si vous vous rappelez ici, l'émulsion de poisson, il est 5-1-1 versus le liquide d'algue. Il n'indique pas les doses ici, mais souvent, en fait, c'est majoritairement du potassium, un peu d'azote, mais souvent pas de phosphore. Donc, c'est pas complet. Le liquide d'algue, lui, on va l'utiliser une fois par mois. Excusez, j'ai accroché. On va l'utiliser une fois par mois. On va l'utiliser à la transplantation, donc il va être vraiment utile. Hein, comme il contient beaucoup de potassium, vous vous rappelez, on a dit que le potassium, ça aide la plante à résister au stress. Donc, les maladies, le froid, la sécheresse, la transplantation, c'est un choc, entre autres. Donc, quand on met du liquidage, ça aide la plante à mieux supporter la transplantation. Ça peut venir aider au mois de juillet s'il y a des sécheresses. Donc, puis, vers le mois d'août, vous vous rappelez, on parlait que le potassium faisait mûrir les fruits, aidait les plantes à se préparer à l'hiver. Donc, on va aussi pouvoir utiliser le liquide d'algue au mois d'août pour aider la plante à faire mûrir ses tomates, à se préparer pour l'hiver. Donc, on est à une fois par mois avec cette dose-là. Et ici, bon, j'ai un peu cherché comment j'allais appeler cette catégorie-là. J'ai appelé ça pratique de fertilisation naturelle. Donc, ça ici, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, chez vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose du commerce ou peut-être un peu seulement des ingrédients ou des outils. Donc, on va les voir plus en détail sur l'autre diapo. On a les purins, les engrais verts et les petits composts. Donc, les purins, le principe, c'est vraiment simple. On va utiliser un peu comme en herboristerie. C'est de l'herboristerie, mais pour les plantes. Dans le fond, vous allez prendre certaines plantes qui ont des propriétés dont vous voulez extraire les molécules qui ont la propriété désirée. Vous mettez ça en solution dans l'eau. Et puis, après ça, c'est avec ça que vous allez arroser vos plantes potagères pour transférer les nutriments et les autres types de molécules, les autres propriétés qui étaient dans cette plante-là. Donc, on fait une macération. Vous pouvez prendre un seau, hein, un seau Rona, 20 litres, ça va très bien. Vous me remplissez à moitié avec la plante que vous voulez utiliser. Vous remplissez le seau avec de l'eau, puis vous couvrez. Vous mettez le couvercle. Vous allez brasser à chaque jour pendant 10 jours. Puis, une fois que c'est prêt, ça va sentir mauvais. C'est pour ça que ça s'appelle du purin. Ça pue. Et vous allez diluer le purin dans 20 parties d'eau si vous êtes sur un sol sec ou dans 3 parties d'eau pour un sol qui est déjà humide, parce qu'il y a déjà de l'eau, donc on a moins besoin de diluer. Il y en a qui... Ça, c'est un processus qui est anaérobique. Quand on met un couvercle, on rouvre pour brasser, mais ça se fait plutôt en l'absence d'oxygène. C'est entre autres pour ça que ça ne sent pas très bon. Il y a des gens qui disent que le sol où les plantes poussent, je vous l'ai dit, hein, il faut qu'il y ait de l'oxygène. C'est un milieu aérobique, qu'il y a de l'oxygène. Donc, il y en a qui préfèrent mettre une pompe d'aquarium dans leur seau à purin pour faire entrer beaucoup, beaucoup d'oxygène puis faire macérer seulement une journée ou deux en présence d'énormément d'oxygène. Donc, pour faire la même macération, mais dans un milieu qui est différent avec des bactéries qui sont différentes. Là, moi, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas fait de recherche, voir est-ce qu'il y a une technique qui est mieux que l'autre. Sachez par contre que c'est un débat qui fait rage. Non, pas à ce point-là, mais vous pouvez faire en version qui pue, anaérobique, avec un couvercle pendant 10 jours. Ou si vous avez envie d'y aller plus rapidement, d'avoir quelque chose qui est moins odorant, plus rapide, bon, vous allez avec la petite pompe d'aquarium qui met de l'oxygène. Ici, vous avez un lien qui est sur le Pinterest de Sapousse. Donc, je pense que c'est le tableau, c'est jardinage. Quel purin pour quel usage? Ça, vous mettez à chercher sur Internet, il y en a énormément. Donc, une des plus connues pour fertiliser, c'est faire un purin avec de l'ortie. On voit ici, ils ont toutes des propriétés. L'ortie, c'est fertilisant, stimulant et insectifuge. Puis là, vous donne les proportions et tout ça. L'ortie, c'est la plante qui pique énormément, mais elle est super bonne pour nous en tisane. Elle est reminéralisante, donc elle a beaucoup de minéraux. Puis c'est ça, c'est justement pour ça qu'elle est fertilisante. Donc, on peut faire un bon purin avec. Sinon, vous avez l'ail,
qui est un fongicide et insecticide. Donc ça, on le retrouve souvent dans des solutions maison contre les pucerons, les acariens, toutes sortes d'autres insectes. On a la consoude, qui est fertilisant et stimulant. Ce qui est intéressant avec la consoude, c'est qu'elle fait des racines pivots très, 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 très profondes. Donc, elle va chercher des fois des nutriments qui ne sont pas disponibles aux autres plantes, qui ne font pas des systèmes racinaires aussi profonds. Donc, elle va chercher des fois des nutriments qui ne sont pas accessibles en général. Et puis, c'est la plante préférée des permaculteurs. Entre autres, ce qui est intéressant, c'est avec ses feuilles, on peut faire une espèce de paillis. On va juste couper des feuilles de consoude, puis on va les déposer au pied de nos plants. Donc, ça fait un paillis, puis ça se dégrade vraiment rapidement, puis ça va relâcher des nutriments aussi sur place dans votre sol. Bon, la prêle des champs, elle est vraiment pas aimée des gens, mais pourtant, elle est super utile parce que c'est un bon fongicide. Il y a beaucoup de silice, puis le silice va aussi renforcer les tissus des plantes. Et puis la rhubarbe, hein, la tige, on peut la manger, mais je ne sais pas si vous le saviez, les feuilles de rhubarbe sont toxiques. Elles attaquent le système nerveux. Mais c'est ça qui leur donne leur pouvoir insectifuge, donc qui va éloigner ou tuer les insectes. À tout le moins, ça va un peu les étourdir, ça va attaquer leur système nerveux. Donc, comme les insectes sont des animaux comme nous, on a des systèmes nerveux, les deux. C'est pour ça que c'est toxique et pour nous et pour eux. Donc, ça, c'est quelques exemples de purins que vous pouvez faire. Au niveau des engrais verts, le principe général, c'est qu'après la culture principale, fait que disons que vous avez une planche dans votre jardin ou un bac, que c'est juste de l'ail. Puis là, arrive la fin du mois de juillet, début du mois d'août, vous récoltez toute votre ail, puis vous ne voulez pas laisser le sol nu. Bon, vous pourriez naturellement, bien sûr, semer du mesclun, d'autres plantes potagères, mais vous pourriez aussi décider que vous semez un engrais vert pour couvrir le sol en hiver. Ce que ça fait, admettons, on va reprendre un exemple d'un engrais vert super commun, de l'avoine. Vous semez de l'avoine, elle va germer, elle va pousser, elle va capter les nutriments qui sont dans le sol, puis elle va les garder dans son corps, dans ses tiges, dans ses feuilles. Elle va passer l'hiver. Puis au printemps, donc, elle évite que les nutriments se perdent dans le profil de sol, que l'eau, quand elle s'infiltre dans le sol, qu'elle amène les nutriments par lessivage. Donc, ça vient, si vous voulez, garder en banque les nutriments dans la plante. Et puis, quand on va l'enfouir au printemps, on va l'enterrer dans le sol, si vous voulez, avant de mettre notre compost. La plante, elle est composée, c'est de la matière organique. Donc, quand on parlait tantôt fertilité long terme, structure du sol, ça nous prend la matière organique. L'engrais vert, c'est exactement ça qu'il fait. Donc, il va permettre de retourner au sol les nutriments qui avaient été captés, mais il va en plus ajouter de la matière organique dans votre sol. Ça, c'est un monde à part, l'engrais vert. Il y a différents types d'engrais verts qui ont différents usages, des taux de semis. Ça, c'est vraiment, là, quand vous mettez à jouer là-dedans, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on ne fera pas... on ne passera pas énormément de temps à tout regarder ça. Mais ici, le site du Jardin de l'Écoumène, qui est un semencier biologique, c'est vraiment super bien décrit. Puis lui, il en vend des semences aussi, mais vous pouvez les acheter ailleurs également. Mais il décrit les avantages, les différentes façons de faire l'engrais vert, quelle variété. Puis après ça, pour chacune des plantes, l'avoine, févrole, avoine et pois, tout ça, comment vous allez le faire. C'est quoi les particularités pour chacune de ces engrais verts-là. Donc, beaucoup de possibilités d'apprentissage et d'expérience empirique au jardin. Donc, purin et engrais verts pour s'affranchir, si vous voulez, de tout ce qui vient de l'élevage. Et aussi, le thé de compost, ça va permettre, dans le fond, on va faire fermenter du vermicompost dans l'eau. On va mettre de l'amélage. Je ne vous donnerai pas la recette, là, vous avez un lien pour aller lire. On va extraire et on va multiplier des micro-organismes bénéfiques. Un peu comme avec le purin où on fait macérer pour extraire et multiplier. Ça va être la même chose avec le thé de compost. On va aller chercher les bactéries et les champignons qui sont utiles, qui vont aider à rendre les nutriments disponibles. Puis, c'est ça qu'on va aller
On va le capter, on va le mettre dans l'eau, puis là, on va aller arroser notre sol avec ça. Donc, on va venir, si vous voulez, l'ensemencer avec des bonnes bactéries, des bons champignons. Donc, votre sol va être plus vivant, il va être plus fertile, parce que les nutriments vont être plus facilement disponibles, puis ça va aider à prévenir les maladies. Donc, sur notre Pinterest aussi, dans le tableau jardinage, ici, il y a un lien vers AgriRéseau, un document d'AgriRéseau sur le type compost qui est vraiment très détaillé. Donc, si vous voulez tester ça, c'est disponible pour vous. Et puis, en dernier, on avait dit qu'on... Ça ici, c'est la recommandation, si vous voulez, le petit plan de fertilisation qu'on va vous laisser. On va faire un screenshot de ça, puis on va le rendre disponible. Donc, ça va pouvoir vous servir de guidelines pour cet été. Et puis, la dernière chose qu'on voulait regarder, c'était les 3 sœurs. Donc, les 3 sœurs, ça s'appelle comme ça parce que c'est 3 plantes qui étaient mises en combinaison, qui étaient mises en culture ensemble par les Iroquois. Donc, qui vivaient dans la vallée du Saint-Laurent jusqu'à peu près l'arrivée des Européens. C'est la combinaison du maïs, du haricot et de la courge. Donc, le maïs sert de tuteur pour le haricot grimpant qui va grimper sur le maïs. Et puis, la courge, elle, va occuper l'espace au sol. Donc, pourquoi, là, vous dites peut-être, bon, mais on a parlé des besoins des plantes, pourquoi elles ne font pas compétition? À certains égards, oui, mais en même temps, elles se complètent bien et elles, si vous voulez, chacune des plantes a peut-être des petits défauts, des choses qu'elle ne fait pas dans son environnement pour s'aider, puis l'autre plante va venir le faire pour elle. Donc, le maïs va servir de tuteur au haricot qui, lui, a besoin de grimper pour aller chercher la lumière. Et la courge, elle va venir couvrir le sol. Donc, il va y avoir moins de pression de mauvaises herbes. On va garder plus d'eau dans le sol. Puis, ils ne sont pas en compétition par la lumière parce qu'ils n'occupent pas le même espace. Et aujourd'hui, ben, il y a des gens qui en font dans leur jardin le système des 3 sœurs, ça marche super bien, mais c'est encore quelque chose qui est très utilisé chez les communautés autochtones au Mexique. Mais eux, ils ont des éléments de plus dans leur système. Ils appellent ça la milpa mexicana. Donc, on va avoir ici maïs, là, c'est le temps de pratiquer votre espagnol. Le maïs, frijol, c'est les haricots, donc les haricots grimpants, on voit les petites tiges ici. On a calabassa, qui sont les courges qu'on voit au sol. Mais eux, parce qu'ils aiment beaucoup le piment fort, ils mettent du chili, donc des piments forts, et ce qu'ils appellent des quelites. Les quelites, ça va être des petites verdures, des feuilles, où ce qu'elle est. Ici, elle est grimpante. Donc, ça pourrait, par exemple, dans nos jardins, nous être des épinards de Malabar, par exemple, qui grimperaient en plus des haricots, mais qui donnent du feuillage, du volume vert à manger. Puis, ils vont aussi manger les fleurs des courges et ils vont aussi manger le huitlacoche, qui est un champignon qui se développe sur le maïs. J'ai jamais osé goûter. C'est pas très beau, mais apparemment c'est très bon. C'est vraiment une finesse culinaire incroyable. Donc un jour, peut-être que je me risquerai. S'il y en a qui ont déjà goûté, ben, vous me ferez part dans le chat de l'expérience. Donc, ça, c'est un système que vous pouvez faire dans votre jardin. Si vous avez peu d'espace, ça vous permet de combiner plusieurs plantes qui ont fait leur preuve. Depuis le temps, là, on le sait, ce système-là, cette combinaison-là fonctionne bien. Et puis, ben, vous pouvez faire vos propres expériences par la suite, des variations sur un même thème. Je vais arrêter mon share. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Oui, OK. Période de questions. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit que le huitlacoche, c'est vraiment bon. Essayez avec du fromage fondu. Ben cool. On va se lancer à un moment donné. Donc, s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, poser des questions, moi, je vais aussi aller voir la feuille que Mathieu prépare. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions, soit dans le chat ou à voix haute? Sinon, je vais lire dans le chat puis je vais répondre à ce que je vois là. Oui,
Mathieu, le document sur le Google Drive, c'est bon, tout ce qui est rouge, c'est pas répondu? C'est ça. OK, parfait. Donc, c'est quoi la différence entre le compost jeune et le compost mûr? C'est du compost mûr, c'est du compost que composté plus longtemps, qui est plus dégradé. Si vous voulez, il va avoir vraiment un aspect de taille, il va être un petit peu plus sec. Le compost mûr, il est plus riche en éléments nutritifs. Il y a certaines plantes pour lesquelles ils ont les racines trop sensibles. Ça a comme l'effet de plutôt stopper la croissance parce que la plante est comme c'est trop riche pour moi, ça. Ça brûle mes radicelles, les petits poils qu'il y a sur les racines qui absorbent les nutriments. Donc, pour celles-là, sont plus douillettes, on va leur mettre du compost mûr. Mais si vous n'avez pas de... Tu sais, ce que vous trouvez dans les sacs, dans les commerces, vous pouvez assumer que c'est du compost mûr. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux types. Ça va faire la job du compost pur pour tout le monde. Mais si vous avez accès à du compost jeune, vous pouvez l'utiliser avec ces plantes-là. Donc, je vois des questions qui viennent d'apparaître depuis que j'ai fermé la présentation. Donc, pour les 3 sœurs, on met les différents plants dans un même trou. Je pense qu'il y avait une autre question aussi un peu plus loin. Comment on plante les 3 sœurs? Oui, c'est ça. Dans le fond, vous pouvez planter le maïs en premier. Du maïs sucré là, pour donner des épis. Mais vous pouvez essayer d'autres types de maïs. Il y a des maïs à popcorn, des maïs à farine. Ce qu'il faut savoir avec le maïs, c'est que pour qu'il y ait une bonne pollinisation, puis que votre épi soit rempli, qu'il n'y ait pas de trou, il manque des grains, il faut que vous ayez plus de largeur que de longueur. Donc, si vous faites 2 rangs très, 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 très longs, vous allez avoir des épis de maïs qui vont manquer beaucoup de grains parce que la pollinisation ne sera pas bien. Donc, vous êtes mieux d'avoir 4-5 rangs plus courts, de faire comme un petit talus de maïs. Donc, vous partez votre maïs, puis il faut lui laisser une longueur d'avance, parce qu'à un moment donné, on veut que l'haricot grimpe, mais on ne veut pas que l'haricot l'écrase. Donc, vous laissez partir votre maïs. Une fois qu'il est rendu à peu près à 1,5 pied, 2 pieds, il va avoir 4-5 vraies feuilles, grandes feuilles. Vous pouvez semer votre haricot. Puis, il y a des, si vous regardez chez certains semenciers, il y a des haricots qui sont plus appropriés pour faire le système des 3 sœurs, qui vont grimper, mais qui ne sont pas trop vigoureux. Parce que moi, je l'ai déjà fait la première fois avec un haricot grimpant. Il a juste plié les plants de maïs, puis ça a fini là. Il les a tués. Il était trop fort, trop haut, cette variété-là d'haricots. Donc, si je me souviens bien, peut-être par premier, il y en a qui sont plus indiqués pour faire les 3 sœurs, pour grimper sur le maïs. Puis les courges, ça, vous pouvez les mettre pratiquement en même temps que le maïs, parce que vous allez, par exemple, mettre votre maïs peut-être en massif, un peu au centre. Vous allez mettre les courges autour, puis ça prend éventuellement énormément de place, mais c'est quand même long au début. Hein. Les courges, ça a besoin de beaucoup de chaleur, donc vous allez les transplanter, mais avant qu'ils fassent trop de compétition, il n'y aura pas de problème. Donc, maïs et courges, semer et transplanter en même temps. On laisse un peu partir le maïs, puis on vient semer notre haricot. Pas trop vigoureux pour grimper. Donc, y a-t-il une alternative du maïs dans les 3 sœurs? En termes de plantes, vous pourriez toujours avoir une structure en sol vivant que vous utilisez comme tuteur. Dans le fond, le maïs, il sert de tuteur. Vous pourriez utiliser des tiges de bambou, c'est mort, mais bon, ça fait le vertical. Vous pourriez faire un tipi de haricots, mettre les courges autour, puis peut-être faire des laitues dans le tipi plus à l'ombre. Sinon, si vous voulez y aller avec du vivant, ben du saule, mais ça va un petit peu envahir votre jardin par après. J'ai juste bambou, mais mettez pas de bambou, ça pousse pas. J'ai pas d'idée de plante annuelle suffisamment rigide pour faire office de tuteur. Fait que n'importe quoi qui est assez rigide pour. Je propose le tournesol. Ah, bonne idée, merci. Ouais, vous pourriez l'essayer. Puis le tournesol, c'est une plante indigène à l'Amérique du Nord. C'est quasiment une des seules en culture commerciale qui vient d'ici. La plupart des plantes commerciales cultivées commercialement viennent d'ailleurs dans le monde.
Il y a la molène qui fait une tige hyper rigide, mais la molène, c'est une mauvaise herbe. Je ne suis pas sûre que vous voulez cultiver. Ben, elle est utile, c'est une plante médicinale, mais je ne suis pas certaine que vous allez vouloir cultiver un massif de molène. Donc, juste pour être certain d'avoir bien compris, est-ce que les pratiques de fertilisation naturelle, purin, engrais verts et de compost peuvent remplacer les autres types de fertilisants qui sont issus de l'élevage et de la pêche? Ou peut-on trouver des engrais organiques solides, liquides, végétales? Je pense que si vous faites la combinaison, tu sais, purin, engrais verts et compost, et de compost, mais aussi du compost. Là, le compost, ça peut venir de plantes, ça peut être purement végétal. Oui, vous pourriez, si vous êtes assidu, votre sol deviendrait suffisamment fertile. Puis avec ce que vous allez rajouter avec les purins annuellement pour que ça remplace ce qui vient du commerce puis qui vient de l'agriculture, de l'élevage ou l'industrie alimentaire, de la pêche et tout. Des engrais organiques solides et liquides végétales. Il y en a des marques, j'en ai pas acheté souvent dans ma vie, mais il y a des choses qui sont faites à partir de soya ou qui sont vraiment purement végétales. Mais bon, le soya il est parfois OGM, puis c'est une grande culture. Fait que c'est pas parfait non plus. Mais les magasins qui vendent des engrais pour faire pousser du cannabis ont beaucoup d'alternatives liquides de ce genre qui sont seulement végétaux. Ils sont souvent très ferrés en fertilisation. C'est vraiment des bons conseillers. Donc, vous pouvez aller acheter certains produits puis tester, voir si vous notez des différences. Vous pouvez faire une comparaison, un témoin, une émission de poisson, puis un autre... je pense qu'il y en a un qui s'appelait Grodan. Je vais l'écrire ici, Grodan. Ça a changé de nom depuis le temps, mais si vous tapez Grodan, vous allez trouver le nouveau nom. Je pense que c'est Nature. Je m'en sers pas. Nature quelque chose. Puis ça, c'était fait, je pense que c'était un dérivé de soya. Donc, ça existe. Donc. Est-ce qu'au final, tu avais répondu à toutes les questions en rouge qui sont sur le document? Non, j'ai répondu à compost jeune et mûr. J'ai pas répondu aux 3 serres. Est-ce que l'actisol est du compost jeune? Non, l'actisol, c'est pas un... Le compost, c'est un amendement. Donc, Un engrais. c'est un amendement. C'est pas comme un engrais, c'est un fertilisant. C'est différent. Vous pourrez chercher la définition. Mais l'actisol, c'est du fumier de poule qui est granulé et c'est un engrais, un fertilisant. Donc, ça ne remplace pas le compost, ça vient après le compost. Parce que ça va se dégager à moyen terme, ça n'améliorera pas tant que ça la fertilité à long terme. Ça n'amène pas suffisamment de matière organique pour que votre structure de sol s'améliore, mais ça va permettre une croissance plus rapide. Le fumier de cheval est-il complet? Oui. Oui, fumier de cheval, fumier de mouton, fumier de vache. C'est comme le compost de crevettes. Tout ça, c'est des amendements. Fumier de mouton? Ouais, fumier de cheval, ça serait peut-être plus... c'est plus riche peut-être qu'un compost. Ça s'apparenterait peut-être plus à un engrais comme le fumier de poule. Mais je pense pas que vous allez en trouver du granulé. Mais moi, j'avais un cheval quand j'étais adolescente, puis on ramenait du fumier, puis le jardin, là, c'était une fusée, là, ça poussait. Donc, oui, c'est complet. Le cheval mange des plantes qui prennent tous les nutriments, puis c'est ça qui se retrouve dans leur fumier. Donc, il faut juste s'assurer, idéalement, de le composter pour pas qu'il y ait des Escherichia coli, de coli. Si vous avez du fumier de cheval frais, mettez ça, mettons, au pied des tomates, au pied des plants de maïs. Super. Mettez pas ça proche des laitues. Tout ce qui est feuille, qui risque d'être en contact avec du fumier frais, vous risquez de vous rendre malade avec le colis. Donc, c'est un petit... à faire attention. Donc, nous devons obligatoirement... Donc, par rapport à étapes 2 et 3, est-ce qu'on doit absolument faire la fertilisation solide et la fertilisation liquide? Vous ne pouvez pas sauter le compost, je l'ai assez dit. Après ça, vous pouvez mettre de l'engrais solide. Ce que vous pourriez faire, au lieu de faire une fois 100 grammes, puis mettons que vous ne voulez pas mettre de liquide parce que vous trouvez que ça coûte cher,
ça n'amène pas tant de fertilité que ça. Vous pourriez fractionner votre dose de solide. Au lieu de faire 100 grammes une fois par mois, à chaque 2 semaines, vous iriez mettre la moitié de la dose, 50 grammes par mètre carré. Là, je vous dis 50 grammes par mètre carré. Partez pas avec votre balance à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Au début de la saison, prenez, mettons, vous avez décidé que vous achetez de Lactisol ou n'importe quel engrais que vous allez utiliser. Vous trouvez la dose en grammes que vous avez besoin de mettre, puis vous pesez cette dose-là. Fait que 50 grammes, ça rentre dans quel petit pot? Puis là, ça vous donne votre mesure. Bon, ce petit pot-là, ça couvre cette superficie-là. Puis là, vous êtes bon pour toute la saison comme ça, parce que, tu sais, vous pouvez pas, vous pèserez pas à chaque fois que vous faites un peu de fertilisation au jardin. Fait que ça, c'est comme un guideline. Mais après ça, on le transforme dans une dose qui est quelque chose qui est pratique à appliquer. Donc, un pot qu'on sait que c'est la bonne dose. Nouveau message. Je remonte. Super, merci. Est-ce qu'on devrait utiliser plusieurs formes de fertilisants à la fois ou une seule? Moi, j'aime bien combiner parce que le solide, il s'ébère plus lentement, fait que le liquide vient comme t'assurer que tu n'auras jamais de manque parce qu'il est disponible plus rapidement. Je pense que c'est peut-être une bonne chose aussi d'une année à l'autre de changer le compost que vous prenez, les fertilisants aussi, parce que c'est des mélanges, hein? C'est pas des engrais chimiques, justement, c'est pas pur, puis il y a absolument juste ça dedans. Fait que les micronutriments, puis les autres composés, les autres molécules organiques qui vont se retrouver dans ces mélanges-là vont varier d'un produit à l'autre. Fait que c'est intéressant d'avoir une gamme différente. C'est comme, ça serait comme pour nous de manger varié, je vous dirais. Fait que ça serait de la variété pour nourrir les plantes. Est-ce que la marque de café est utile pour compost ou insectifuge? Insectifuge, je ne sais pas. C'est pas souvenir d'avoir vu ça. Fait que si quelqu'un une recette, mettez-la dans le chat. Ça peut être légèrement répulsif pour certains animaux, vu que c'est odorant, donc peut-être qu'il y a certains insectes qui n'aiment pas trop, mais c'est vrai que le marc de café, en général, on l'entend plus comme apport de compost plutôt que quelque chose qui repousse les insectes. Oui. Effectivement, tout ce qui est odorant, on est dans le principe du compagnonnage. On met plusieurs plantes différentes ensemble. Ça fait qu'il y a beaucoup d'odeurs différentes. C'est plus difficile pour un insecte ravageur de spotter sa plante préférée. Le marc de café, c'est odorant. Puis c'est utile, il y a une valeur nutritive. Ça, c'est un résidu de plante, donc il y a une valeur nutritive. Chaque chose qu'on met dans le compost, dans sa phase de compostage, à un moment donné, le pH va beaucoup baisser avant de se restabiliser. Donc, moi, j'aime mieux mettre mon marc de café dans le compost. Il mûrit, il se dégrade, il fait sa couche, il change d'acidité, ça ne me dérange pas, il n'est pas collé sur mes plantes, fait qu'il il fait sa vie au compost. Puis quand le compost est mûr et est prêt à appliquer, je suis sûre que le pH a eu le temps de se rééquilibrer. Je n'ai pas de crainte à mettre ça proche de mes plantes. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui mettent le marc de café directement au jardin. Fait que ça, je ne l'ai jamais testé, mais ça serait mon seul petit bémol. Ça se peut qu'à un moment donné, ça fasse peut-être un petit effet sur les plantes autour, mais parce que ça va changer un peu le pH, mais ça reste très en superficie quand même. Là. Donc, si vous n'avez pas de bac à compost, là, vous pouvez mettre votre marc de café au jardin, ça ne fera pas un drame, mais si vous avez un composteur, peut-être le mettre là. Comment on va utiliser le vermicompost? Le vermicompost, à moins que vous en fassiez vous-même, c'est un produit un peu plus de luxe qui est très, 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 très riche, mais qui est quand même pas donné. Donc, j'utiliserais pour les plantes d'intérieur et puis pour les plantes les plus exigeantes au jardin, mais ce ne sera pas moi comme mon compost que j'étends à grandeur de mon jardin, peu importe la culture. J'irais plutôt sélectionner les cultures que je veux plus chouchouter, la tomate, l'aubergine, poivron, concombre. Je l'utiliserai là. On va utiliser souvent le vermicompost pour faire du thé de compost parce que c'est facile d'en avoir. On n'a pas besoin d'une grosse quantité pour faire le thé de compost. Il est disponible à l'intérieur. On en ramasse dans notre bac à vermicompost puis on fait notre thé de compost.
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais sinon, ça a le même effet sur la fertilité du sol que du compost. C'est juste que, puis même, c'est souvent plus riche. C'est plutôt là, au niveau du prix que ça fait peut-être un peu moins de sens de s'en servir at large. Combien de temps doit-on laisser le fumier de cheval vieillir? Je dirais 1 an. Tu sais, composter dans votre cour, les résultats, c'est à peu près ça le temps que ça prend. Donc, si vous avez un bac, là, brassez le fumier, puis laissez-le se décomposer. Donc, vous allez en chercher au printemps. Votre batch va être prête le printemps d'après. Puis après ça, ben, vous pouvez faire un remplissage annuel, puis votre réserve en maturation pour la saison prochaine est prête. Courges et poivrons. Excuse-moi, Caro. Oui. Justement, je rebondis. Est-ce que ton fumier, du coup, tu l'amendes sur ton sol ou est-ce que tu le mets dans un bac spécial où tu fais tout ton compost puis tu l'utilises l'année d'après? On pourrait le mettre dans le bac à compost avec les autres résidus. Ok. Ça, il n'y a pas de problème. Faut juste à ce moment-là, tu sais, quand on fait du compost, ça aussi, le compost, c'est comme un monde en soi. Il faut respecter le ratio entre l'azote, tout ce qui est vert et humide, et le carbone, tout ce qui est brun et sec. Le fumier, ça tombe dans la taille de l'azote. Il y a quand même du carbone, là, mais c'est plutôt dans la taille de l'azote vert humide. Fait que si vous avez ça plus des résidus de terre, mais que vous ne mettez pas de feuilles mortes, que vous mettez rien vous mettez pas de paille, vous mettez rien qui est plus sec, vous n'aurez pas le bon ratio pour que votre compost se fasse bien. Vous allez avoir quelque chose qui va être probablement anaérobique, qui a trop d'humidité, il va manquer d'oxygène. Puis quand c'est un processus de décomposition anaérobique, ça dégage du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 20 fois l'effet du gaz carbonique dans l'atmosphère. Fait qu'on essaye de ne pas faire de compost anaérobique. Donc, il faut vraiment mettre du brun, il faut vraiment mettre du carbone pour faire un bon compost. Courges et poivrons, est-ce nocif de les mettre dans du fumier de cheval frais? Le poivron, le fruit est dans les airs. Donc, il ne sera pas en contact avec le fumier, puis ça aime le compost jeune, donc je dirais qu'il n'y a pas de problème. Par contre, la courge, je pense que il aime bien le compost jeune aussi, donc du fumier frais, ça pourrait faire. Par contre, la courge, c'est plutôt où est-ce que la partie comestible, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le fumier frais. Donc, la courge, elle est au sol. C'est sûr que si c'est une citrouille que tu ramasses le 30 octobre, ton fumier frais, il va probablement, ça fait 6 mois qu'il est là, devrait s'être dégradé suffisamment dans ton jardin. Mais préférablement non, pour être vraiment sûr que tu n'auras pas de colis. Mais fait qu'on essaie d'éviter la courge. Puis les laitues épinards, kale, bêta-carne, ne mettez pas de fumier frais. C'est trop en contact. Est-ce que c'est aussi bon de mettre du fumier en automne avant de couvrir le sol? Oui, vous pouvez prendre de l'avance. Ça se fait beaucoup sur les terres agricoles. Les agriculteurs font beaucoup de fertilisation dans les champs à l'automne. Ils ramassent le maïs, le soya, le blé. Le blé est ramassé depuis l'été. Puis ils vont épandre du fumier à l'automne. Comme ça, quand le printemps arrive, le sol draine, on appelle ça ressuyé, le sol draine, puis comme déjà prêt à semer, ils ont pris une longueur d'avance. Vous pouvez faire la même chose. Puis si vous êtes capable quand même, mettez votre compost, puis peut-être d'avoir un couvre-sol, un paillis comme des feuilles mortes, pour pas que ce qui est sur le dessus parte au vent ou qu'il y ait de l'érosion par l'eau. Puis si vous êtes capable de mettre du compost ou du fumier puis de faire une culture d'engrais, c'est encore mieux. Vous allez vraiment booster la fertilité, tout garder vos nutriments. Utile d'ajouter des coquilles d'œufs, des peloutes de bananes. Les coquilles d'œufs, vous pouvez les mettre directement au jardin. Il faut les broyer, mais ça reste quand même des particules assez grosses. Donc, c'est le calcium qui est dedans. C'est quand même long avant qu'il soit disponible, mais il y en a. Les peloutes de bananes, mettez-les au compost. Ça va se dégrader, mais pas assez rapidement pour que ça soit vraiment utile l'année même où vous le mettez. Vous êtes mieux d'y aller avec un compost puis des purins, puis mettez la banane directement dans le compost. Ça va se dégrader plus vite avec la chaleur dans votre tas de compost. Je dirais que l'hiver vaut mieux... Ah, c'est Mathieu qui a répondu. C'est bon.
Au printemps, est-ce que l'on mélange le compost avec le terreau dans un bac potager? Oui, tout à fait. Dans le fond, le terreau, c'est de la mousse de sphinx, c'est des débris de plantes, c'est organique. Donc, avec le temps, ça se décompose. C'est pour ça que votre bac, avec le temps, si vous ne mettez rien dedans, il va finir par être toujours il va en avoir de moins en moins haut du terreau. Il s'affaisse avec le temps. Donc, vous avez toujours de la place, normalement, pour mettre un tiers du contenant en compost. Faites juste rajouter le compost sur le dessus, puis vous l'intégrez en superficie. Des fois, dans les contenants plus hermétiques, la mousse de sphinx c'est tellement dégradé avec le temps que ça devient plutôt compacté, pas très aéré dans le fond du contenant. Et puis là, on considère à peu près aux 3 ans, on devrait vider les contenants au complet. Là, on parle plutôt dans les pots de plastique, là, en agriculture urbaine, vider le contenant au complet, puis renouveler le terreau et le compost. Puis ce qui reste, dans le fond, que vous venez, mettons, de jeter-le pas, là, parce que il y avait du compost là-dedans, puis c'est des plantes. Ça peut aller dans votre compost, justement, puis ça va continuer de se dégrader, puis ça va se mélanger avec les autres choses. Vous allez pouvoir le réutiliser. Fait que c'est pas parce qu'il est plus fertile qu'on l'utilise plus, c'est que sa structure, elle est plus adéquate. Il n'y a plus assez de macropores entre les fibres de mousse de sphinx pour qu'il y ait de l'oxygène pour les plantes. Donc, on est dû pour un changement. Quel composant de sol à utiliser pour minimiser le poids apporté au 4e étage? Fibre de noix de coco ou de sphinx séchée compressée. Là, est-ce que... Bon, au 4e étage, donc j'imagine qu'on est en contenant. La mousse de sphinx, c'est super léger. C'est la composante principale du terreau. Puis souvent, c'est justement mélangé avec de la perlite, qui est une petite boule blanche, qui donne beaucoup d'aération. Puis la vermiculite, c'est plutôt doré. Puis ça retient l'eau. Puis du compost, ça, c'est ce que vous avez énuméré. Ah, mais c'est Ivana. Allô, Ivana! Donc, la mousse de sphinx avec perlite, vermiculite, compost, c'est absolument le mélange de base qu'on achète dans le commerce pour l'agriculture urbaine. Mais effectivement, il n'y a pas toujours la vermiculite, mais il y a pas mal toujours la perlite. Puis, je l'avais dit dans l'autre webinaire, la mousse de sphinx, dans le fond, c'est des résidus de plantes qui sont dans des tourbières, qui trempent dans l'eau, puis qui se décomposent très, très lentement sur des milliers d'années. Donc, c'est pas très renouvelable comme ressource. Puis nous, quand on veut exploiter ça pour faire de la culture en contenant, en fond, on draine les tourbières, on les assèche, on rentre avec des pépines, des tracteurs, puis on enlève ces fibres de plantes-là pour s'en servir. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment... C'est pas l'affaire la plus écologique au monde. Puis, il y en a qui parlent qu'effectivement, la fibre de noix de coco serait un bon remplacement à la mousse de sphinx comme substrat qui a à peu près les mêmes propriétés que la mousse de sphinx. Donc, qui garde l'eau, mais qui est comme un enchevêtrement de fibres qui fait qu'il y a quand même des macropores avec de l'oxygène dans le sol. Mais il n'y a rien de parfait dans la vie. La fibre de noix de coco, c'est un sous-produit d'une industrie. Donc, l'industrie produit de la noix de coco pour l'huile et tout ça. Fait qu'à cet effet-là, c'est renouvelable, mais ça vient de loin. Et puis, des fois, peut-être, est-ce que ces plantations-là de noix de coco sont faites sur on a rasé des forêts pour planter des noix de coco? Fait que la fibre de noix de coco est renouvelable, mais l'industrie ne l'est pas nécessairement. Mais elle ne l'est pas plus, probablement, que l'industrie qui exploite la mousse de sphinx. C'est compliqué. Fait que, pour ça, dans un monde idéal, on va cultiver des plantes en utilisant les ressources que la Terre met à notre disposition, qu'on n'a pas besoin de déplacer des ressources dans l'espace. Le sol est là, le soleil est là, la pluie tombe, puis on fait notre propre compost, on met des feuilles mortes comme paillées. On utilise des ressources ultra locales. Mais en agriculture urbaine, le plein sol, c'est plutôt rare. Donc, en contenant, on est un petit peu obligé d'utiliser des... Il y en a qui parlent, je ne l'ai jamais testé, l'industrie forestière, ici, dans les scieries, tout ça, des résidus de bois qui seraient compostés suffisamment pour qu'il n'y ait pas de résine qui brûle les plantes, puis que ça garde un peu les mêmes propriétés eau et aération. Donc, ça serait plus local et renouvelable. Donc, si on arrivait à gérer nos forêts top-notch, ça serait la ressource parfaite parce qu'elle viendrait d'une industrie responsable et c'est une ressource locale et renouvelable. Donc,
S'il y en a qui veulent faire des projets de maîtrise sur un développement de substrat à base d'écorce de bois composté, c'est une super bonne idée. On pense mettre du paillis de cèdre entre les planches. Est-ce nocif ou mauvais? Le paillis de cèdre, vous pouvez le mettre entre les planches de culture, il n'y a pas de problème. Dans les planches de culture, on va privilégier de la paille, des feuilles mortes, de l'écaille de sarrasin, pas des graines de sarrasin. Vous ne voulez pas avoir un agrégat de sarrasin dans votre jardin. Vraiment de l'écaille de sarrasin. Il y a de l'écaille de cacao. Apparemment, ça sent super bon, mais il faut que vous ayez du budget. Fait qu'une meunerie locale, écaille de sarrasin, c'est très beau, c'est noir, c'est des petites. C'est plein de petits morceaux, fait que ça fait comme un beau relief. Hein, je trouve ça très joli. J'aimerais relancer. Oui. Il y avait aussi une question par rapport au chlore dans l'eau. Oui. Dans l'eau de la ville. Puis ça m'a aussi fait penser à une autre question qui a été posée il y a 2 semaines par rapport au plomb qu'il y a dans l'eau de la ville. Oui, ça faut chercher. Alors moi j'ai des infos entre guillemets pour le plomb, mais pour le chlore, peut-être toi tu as des trucs plus intéressants. Vas-y pour le plomb si tu veux. Ouais. Tu veux commencer par le chlore? Non, vas-y par le plomb. Ok. Alors, il me semble avoir vu dans mes cours d'écologie à l'UDM que par rapport aux problématiques de plomb dans l'eau, donc c'est pas toutes les maisons qui ont des problématiques de plomb dans leur eau. Donc ça, il faut vérifier avec vos maisons, faut vérifier. Il y a un super site qui est fait par la ville. Il vous explique comment vérifier par vous-même si vous avez une canalisation au plomb. Ça a vraiment une structure très particulière. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez faire des tests par les gens de la ville. Et quand vous arrosez des plantes avec une eau où il y a une certaine concentration en plomb, il y a de grandes chances que tout ce qui est métaux lourds va se retrouver concentré dans les racines. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous voulez faire une décontamination des sols, vous pouvez planter du saule. En fait, la plupart des éléments vont être concentrés dans les racines, puis tout ce qui va être le tal, donc la partie extérieure au sol, devrait être moins concentré ou même pas concentré. Donc si vous mettez des tomates puis que vous les arrosez avec de l'eau avec un peu de plomb, ça devrait aller. Si vous mettez des patates ou des carottes, c'est pas la meilleure des idées. Donc c'est pour ça que vous pourriez peut-être vous renseigner si votre eau, il y a du plomb ou pas, puis vous pourrez choisir ce que vous plantez en fonction. Dans le fond, c'est un peu le même principe merci Mathieu, qu'avec le fumier frais, plus la partie qu'on mange est loin de la source de contamination, moins elle va être contaminée. Donc, ça va être plus dur pour la plante. Je ne connaissais pas le cas du plomb spécifiquement, mais les métaux lourds vont être plus présents dans le feuillage, moins dans les fruits. Donc, effectivement, comme disait Mathieu, la pomme de terre, la carotte, est vraiment plus en contact et puis c'est absorbé directement dans ces parties-là versus la tomate, il faut que ça passe par la racine, la tige, la fleur, le fruit. C'est plus difficile pour la plante. Il y a moins de risque que ça soit transloqué jusque-là. Pour le chlore, les plantes ont besoin de chlore. C'est un des éléments essentiels en très grande quantité. Je pense que les niveaux de chlore qu'il y a dans l'eau de nos villes n'est pas problématique pour les plantes. C'est sûr que vous avez de l'eau de pluie, c'est quand même plus doux, mais ça nuira pas à vos cultures. Là. Il n'y aura pas d'excès. Surtout que le chlore, c'est quelque chose qui est très soluble dans l'eau. Fait que c'est pas quelque chose qui va s'accumuler dans le sol. Oui, Mathieu? Je voulais si quand t'as fini ou pas? Ouais, j'ai fini. Pour le chlore. Parce que en fait, ça m'a fait penser, moi avec mon aquarium, j'ai un peu la même problématique. C'est pour ça que je remplis toujours des bassines d'eau, puis je laisse un petit peu s'évaporer, tout simplement par échange interface eau et air. Et le chlore, ça dépend sous quelle forme il est. Quand c'est de la javel, c'est des ions hypochlorure, je crois. Donc c'est peut-être plus pour la javel dans l'eau que vous auriez des problèmes plus que le chlore sous forme Cl. Cl-. Mais il me semble que, à moins qu'il y ait des très fortes concentrations, puis si les concentrations ne sont pas assez fortes pour qu'on vous empêche de boire l'eau, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes en arrosant, je pense. Oui.
Une question de Marie-Ève, s'il y a des champignons qui se sont formés dans mes pots, est-ce que je dois changer la terre ou je peux la conserver? Si ce n'est pas un champignon qui attaque votre plante, dans le fond, les champignons sont présents naturellement dans le sol, puis ils vont décomposer la matière organique. C'est des super bons décomposeurs, puis ils vont rendre les nutriments disponibles. Donc, vous pouvez très bien les laisser là. C'est sûr que si ce n'est pas un champignon qui est comestible, vous, probablement que vous allez vous retenir, mais si vous avez des enfants ou des animaux, peut-être à ce moment-là, le retirer. Mais vous n'avez pas besoin de changer le sol. En fait, c'est un bon signe. C'est un sol qui est vivant. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une belle cohabitation. Puis, je ne sais pas s'il y en a que les questions sont dans le document ici en rouge. Non, la plupart, je les ai déjà retranscrites dans le document. Super. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y avait dans le chat puis dans le document que Mathieu avait inscrites. Est-ce que vous avez... Il est 7h30. Oui, il est 7h. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Sinon, si je viens bien pour accueillir l'eau de puits, est-ce que l'eau stagnante, c'est mauvais? Il faut vous assurer d'avoir un petit moustiquaire qui empêche les insectes de rentrer pour pas que ça pompe, parce que sinon, vous allez avoir une pouponnière à maringouin. Puis l'eau stagnante, le temps que vous l'utilisiez, ça ne stagnera pas assez longtemps pour que ça soit problématique. Mais si ça fait 3 ans que votre baril est rempli, videz-le, attendez la prochaine pluie. Mais sinon, non, le renouvellement est assez fréquent pour que ce ne soit pas un problème. Il faut vraiment s'assurer, par contre, que le baril il est foncé, parce que si c'est transparent, que la lumière rentre à l'intérieur, il y a des algues vertes qui vont se former au pourtour. Elles sont vertes parce qu'elles font de la photosynthèse, elles se nourrissent avec la lumière du soleil, mais dans l'eau. C'est ça, des algues. C'est pour ça que les barils de pluie, de toute façon, dans le commerce, vous allez les voir, ils ne sont jamais blancs, ils sont toujours foncés pour cette raison-là. Quand je fais mon compost par petits pots, l'eau qui coule d'un vermicompost ou d'un compost, c'est pas du thé de compost, parce que le thé de compost, c'est une macération qu'on va faire, mais ça s'appelle un lixivia. Donc, c'est le même terme qu'on va utiliser, mettons, votre sac de poubelle qui coule, le jus de poubelle, c'est du lixivia. Mais là, c'est du lixivia qu'on aime, qui est nutritif. Par contre, vous ne l'utiliserez pas pur, parce que ça va être trop concentré. Comme pour un fertilisant liquide, vous pourriez faire 10 ml par litre d'eau. Le diluer, puis arroser avec ça. Ça va être très, très, très nutritif. Lixivia. Merci Mathieu, tu l'as écrit. Pour au cas où les gens ne savent pas vraiment comment c'est pas un mot commun. Non, souvent, on dit jus de poubelle. C'est ça. C'est comme hydroxychloroquine, ça donne beaucoup de points. On se Scrabble aussi. Donc, si vous avez pas d'autres questions, on va, we'll call it a night. On va vous dire bon 2 semaines. On va revenir dans 2 semaines avec le prochain atelier sur les maladies, les insectes ravageurs. Donc, on va apprendre à les prévenir, à faire du dépistage et avoir quelques solutions qu'on peut faire à la maison qui sont écologiques pour faire un traitement si on est pris avec ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre présence. C'était super le fun. Puis, on vous dit à dans 2 semaines. Merci, au revoir.